Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un nouveau pays. Ce pays, c'est le 9e plus grand pays au monde. C'est le 4e pays asiatique, le plus grand après la Russie, la Chine et l'Inde. Il s'agit même du plus grand pays enclavé avec près de 2 700 000 km². Aujourd'hui, nous allons parler du Kazakhstan. Alors, si ça vous intéresse, regardez le reste de la vidéo. Comme son nom l'indique, le Kazakhstan, stan ça veut dire en perse le pays, kazakh c'est l'ethnie, eh bien le Kazakhstan c'était le pays des Kazakhs. Et en fait, le mot kazakh ne désignait pas à la base une ethnie, mais plutôt un statut social, politique, puisqu'il désignait en fait les hommes libres. Comme vous pouvez le voir sur la carte, le Kazakhstan a une très longue frontière avec son voisin septentrional, avec la Russie, de près de 7000 km. Il s'agit d'ailleurs de la deuxième plus longue frontière terrestre au monde entre deux États, après celle entre les États-Unis et le Canada. Vous avez ensuite une frontière à l'est avec la Chine, le Kyrgyzstan de 1000 km, l'Ouzbékistan de 2000 km, c'est sa plus longue frontière, une frontière avec le Turkménistan et enfin avec la mer Caspienne. Elle dispose d'ailleurs du plus long rivage de la mer Caspienne, près de 1200 km de côte. Regardons plus en détail le relief. La moitié du pays, c'est du désert ou du semi-désert et seulement un quart des steppes. Finalement, la population va se regrouper sur le quart restant, sachant que sur ce quart restant, il y a aussi 14% de forêt et presque 48 000 lacs. Le premier lac que nous devons mentionner, c'est la mer Caspienne. Alors, géographiquement, il s'agit d'une mer fermée. Mais d'un point de vue juridique, il s'agit d'un lac. Pourquoi? Parce que, en fait, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de Montego Bay de 1982, eh bien, elle ne s'applique pas pour la mer Caspienne, puisqu'elle permet effectivement à un État riverain de revendiquer une distance de 200 000 marins à hauteur de ses côtes, mais la configuration géographique de la mer Caspienne ne lui permet pas. Certes, la mer Caspienne est grande de 370 000 km², ce qui est fait à peu près la superficie de l'Allemagne, mais dans sa largeur, vous ne pouvez pas avoir cette distance de 200 000 marins. Par conséquent, seule manière de résoudre cet imbroglio juridique, eh bien, les 5 pays riverains de la mer Caspienne, que sont la Russie, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, l'Iran et le Turkménistan, ont passé un accord en 2018. Accord qui a été ensuite ratifié en 2020 par le dernier, notamment l'Iran. Et cet accord, en fait, prévoit une délimitation pour chacun. Ce qui permet au Kazakhstan de justement permettre d'extraire les gisements pétroliers et gaziers dont regorge la mer Caspienne, notamment le gisement de Kashagan. Mais ce n'est pas la seule mer. Il faut aussi signaler la fameuse mer d'Aral, celle qui a malheureusement perdu 90% de sa superficie. Auparavant, elle était le 4e plus grand lac au monde. Et effectivement, depuis la construction des années 2000 du barrage de Kokharal, la mer d'Aral a repris sa surface sur le côté kazakhstanais, mais il reste encore beaucoup de choses à faire du côté de l'Ouzbékistan. Vous pouvez voir également le lac Balkhakie, finalement, le 3e plus grand lac d'Asie centrale après la mer Caspienne et le lac Baïkal, et qui est grand de 18 200 km². Il faut noter un certain nombre de lacs, le lac Issik, le lac Kapchaga, qui est en fait un réservoir. Vous avez aussi le lac Alakol, Zaysan et Markakol. Au nord, vous avez également un certain nombre de lacs, notamment les lacs Imamtaou, Zaloli, Kızılkak, Selititeniz et Teke. Près d'Astana, il faut mentionner le lac Tengiz. Et enfin, à l'ouest, vous avez le lac Aralsor, qui est le lac
rose. En dehors de ces lacs, il faut aussi mentionner les montagnes. L'altitude moyenne du Kazakhstan est de 384 mètres. Toutefois, le territoire est plutôt plat puisqu'il est steppique, à l'exception de l'est où vous avez justement les monts Altaï et les monts Tian Shan. Alors, les monts Altaï, nous avons déjà parlé lors de la précédente vidéo, puisque nous avons dit que les peuples turco-mongols étaient en fait la famille altaïque. Et la famille altaïque vient du mont Altaï. On considère que c'est l'origine des monts Altaï. Alors, j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, parce que seulement 13% de l'Altaï se trouve dans le territoire kazakhstanais. Et il faut également mentionner les monts Tian Shan. Et effectivement, les monts Tian Shan sont importants puisque un certain nombre de fleuves vont prendre leur source là. Et vous avez également le plus haut sommet du Kazakhstan. Il s'agit du mont Tengri. Mais également, donc le mont Tengri est à 7000 mètres d'altitude. Et ce n'est pas le seul. Il faut également mentionner le mont Talgar à 6970 mètres, le mont Podeba à 6804 mètres, le mont Inelchek à 6706 mètres et le mont Koukenkaïla à 6670 mètres. Donc vous voyez que les monts des Tian Shan sont beaucoup plus élevés que ceux qu'on avait vus précédemment dans le Caucase. Et pourtant, le mont Tengri, 7000 mètres d'altitude, n'est même pas le sommet le plus élevé de la chaîne. On verra ça dans la vidéo sur le Kyrgyzstan. Et seulement 12% du Tian Shan se trouve au Kazakhstan. Donc je vous propose d'en reparler dans la prochaine vidéo. Enfin, à l'ouest, il faut mentionner dans le prolongement de l'Oural, alors l'Oural n'est pas forcément des montagnes élevées, vous avez les monts Mugojar qui sont à peine 657 mètres d'altitude. À l'ouest, vous avez le plateau désertique d'Oust-Ourt qui prend le relais des déserts des plaines caspiennes et des semi-déserts du Kazakhstan. À l'est, vous avez les steppes du Tian Shan et au nord, vous avez les steppes forestières. Toutes ces montagnes sont les sources de fleuves importants, à commencer au sud par le Talas, qui est un affluent du Sidaria. Le Talas est connu historiquement puisqu'il y a eu la bataille de Talas de 751, au cours de laquelle justement les armées chinoises de la dynastie Tang ont été défaites par les armées arabo-musulmanes. Et c'est justement à la suite de cette bataille que les Arabes ont pu connaître notamment le papier en justement prenant des ingénieurs chinois. Ce Talas va se jeter dans le Sidaria. Le Sidaria est l'un des deux fleuves les plus importants du Kazakhstan. Sir veut dire jaune, Daria le fleuve, en persan, le fleuve jaune. Il a joué un rôle considérable dans l'histoire. À l'époque soviétique, ce fleuve et ses affluents, ils vont servir à irriguer la culture des champs de coton. C'est l'assèchement du Sir Daria et de ses affluents qui va conduire en aval à l'assèchement de la mer Aral. Parce que tous les fleuves que nous allons voir, en fait, ce sont des fleuves endoréique, ou l'endoréisme, c'est en fait un fleuve qui ne se jette pas dans une mer ouverte, à l'instar du Sidaria. Ensuite, un peu plus au nord, nous avons le Tchou, qui lui-même prend ses sources dans le Tian Shan et qui fait la frontière avec le Kyrgyzstan avant de se jeter dans le Kazakhstan. Enfin, un peu plus haut, nous avons l'Irtysh, qui est un fleuve très important, puisque lui, il prend ses sources dans l'Altaï. L'Irtysh est un fleuve de plus de 4000 km, dont une grande partie est dans le Kazakhstan. Il faut aussi mentionner deux autres fleuves importants que sont le Karatal, de 400 km, et l'Ili, de plus de 1400 km, qui prennent leur source dans le Tian Shan avant de se jeter dans le lac Balkha que nous avons mentionné. Vous avez également le fleuve de la capitale, qui est l'Ishim, et qui va se jeter dans l'Irtysh. Alors, vous avez bien compris qu'en fait, la plupart des fleuves du Kazakhstan prennent leur source à l'est, s'écoulent d'est en ouest, ou à l'instar de l'Irtysh qui ensuite va se jeter dans l'Ob, qui lui-même va se jeter dans l'océan Arctique, va prendre une direction d'est-ouest avant de prendre la direction du nord.
effectivement, ce fleuve n'est pas pratique puisque pendant de longs mois, il est gelé en raison de la latitude. Dernier fleuve, moins important mais très symbolique, il s'agit du fleuve Oural. Donc on a les monts Oural qui sont en Russie et on a le fleuve Oural qui justement prend ses sources dans le mont Oural, les monts Oural, et qui va se jeter dans la mer Caspienne, mer fermée. Et ce fleuve est censé représenter la frontière entre l'Europe et l'Asie. Autrement dit, eh bien, à l'ouest de ce fleuve, vous êtes théoriquement en Europe. Et justement, une portion du territoire kazakhstanais se trouve à l'ouest de l'Oural. C'est pour cela que le Kazakhstan est aussi considéré géographiquement en Europe, ce qui permet par exemple à l'équipe de foot du Kazakhstan de jouer en Europe, à l'UEFA et non en Asie. Concernant le peuplement kazakhstanais, il faut d'abord noter qu'il s'agit certes d'un immense pays, mais un pays très peu peuplé. En effet, le pays est peuplé de 19 millions d'habitants. Lors de l'indépendance en 1991, le pays faisait à peine 16 millions d'habitants. Il faut considérer qu'il s'agit d'une hausse très importante parce que aussi beaucoup de Russes, d'Ukrainiens ou d'Allemands de la Volga sont partis. Le taux de fécondité au Kazakhstan est de plus de 3 enfants par femme. Donc non seulement il a réussi à combler ce départ, mais à permettre à la population du Kazakhstan de continuer à augmenter. Deuxième chose à noter sur le peuplement du Kazakhstan, c'est que vous avez deux centres, deux noyaux. En effet, vous avez le sud-sud-est, qui est très peuplé, et vous avez un autre type de zone de peuplement qui est au nord, qui sont les steppes forestières. Et en fait, ces deux zones de peuplement, en fait, sont coupées littéralement par les déserts et les semi-déserts. Parmi les 10 premières villes du Kazakhstan, il faut d'abord considérer Almaty. C'est la première ville du Kazakhstan, avec 1,7 million d'habitants. En fait, au Kazakhstan, vous n'avez que 2 villes millionnaires. Donc c'est la première. Almaty vient en fait du mot Alma-Ata. Alma, ça veut dire la pomme et Ata, c'est l'ancêtre. Parce qu'on considère qu'on aurait retrouvé la pomme originelle, la première pomme, le jardin d'Éden, on pourrait dire, dans les monts Tian Shan. Et c'est pour cela que c'est le surnom d'Almaty. Almaty qui a justement accueilli les Jeux asiatiques de 2011 et effectivement c'est un centre, c'est une ville très cosmopolite, c'est encore la capitale économique du pays et c'est la première destination du pays. La deuxième ville millionnaire du pays, c'est Astana. Astana, ça veut dire capitale en kazakh parce que justement c'est la capitale politique du Kazakhstan depuis 1997. Elle a accueilli l'avant-dernière exposition universelle de 2017 et effectivement, elle a été choisie, en tout cas le site a été choisi pour rééquilibrer la population et notamment pour permettre une implantation plutôt kazakh du nord du pays, puisque on verra que le nord du Kazakhstan est plutôt peuplé par des Russes. Donc c'est une décision politique de recentrer la capitale plutôt au centre-nord, puisque Almaty est effectivement situé en périphérie au sud-est de la ville. En troisième, nous avons Chimkent, qui est la grande ville du sud, culturellement qui est beaucoup plus différente de ce qu'on peut avoir au nord ou au sud-est. Enfin, la quatrième ville, c'est Karaganda, qui elle aussi offre une présentation différente, atypique des autres villes, parce que celle-ci est en fait peuplée majoritairement de Russes. En fait, c'est une ville qui a été construite dans les années 30-40 par des prisonniers de camps et de goulag. Et ensuite, c'est une ville qui comptait près de 600 000 habitants lors de l'indépendance en 1991. Aujourd'hui, elle perd des habitants, elle n'est plus qu'à 500 000, parce que justement, ce sont plutôt des Russes, des Allemands qui partent. La ville numéro 7, c'est la ville de Taraz, qui est au sud, pas très loin de la frontière kirghize. Et enfin, la 5e, la 6e, la 8e, la 9e et la 10e plus grande ville kazakh sont toutes des villes situées au nord du Kazakhstan, donc qui comprennent une forte minorité russe, voire même encore une majorité russe, parce qu'elles ont été construites en général à la fin du XVIIIe siècle, voire XIXe siècle, pour les plus tardives, généralement par des Cosaques,
qui ont construit un fort. Et donc, je vais vous les présenter. D'abord, il s'agit de Aktoube, avec plus de 300 000 habitants au nord-ouest. Donc, elle, c'est celle qui a été construite le plus tardivement, au 19e siècle. Ensuite, vous avez Pavlodar, qui est au centre-nord, à 305 000 habitants. Ensuite, vous avez Semey, qui justement, avant, ça s'appelait Semipalatinsk, qui veut dire 7 bâtiments, parce qu'à la base, il n'y avait que 7 bâtiments. Kemen, qui a 257 000 habitants, et Kostanay, à 280 000 habitants. Et vous voyez que toutes ces villes ont été construites par des Cosaques. Concernant le découpage administratif, alors, le Kazakhstan a repris le découpage administratif que nous avons pu voir, notamment dans la Russie ou dans l'Ukraine. Notamment, il s'agit ici d'oblasts, et au nombre de 17. Donc, les 17 oblasts sont différents en fonction de la région. À l'ouest, vous avez notamment le Kazakhstan occidental, Atyrau, Mangistau et Aktobe, qui sont en fait, Aktobe est le plus grand oblast maintenant, qui sont en fait des régions très riches, puisqu'elles sont riveraines de la mer Caspienne et de ses gisements pétroliers et gaziers. Et ce sont aussi des régions très peu peuplées. Ensuite, au nord, comme on a dit, c'est la région la plus russe, mais aussi la plus industrialisée. Et vous avez notamment le Kazakhstan septentrional, Pavlodar, Kostanay et Akmola. Akmola étant la région d'Astana. Enfin, au centre, vous avez Ulitaou et Karaganda, qui d'ailleurs ont été séparés en 2022, donc très récemment. C'est-à-dire qu'avant 2022, l'oblast de Karaganda était tellement grand, plus de 400 000 km², qui faisait la taille de l'Irak. Le Karaganda, donc, ou le centre du Kazakhstan, est plutôt marqué par les mines. Un certain nombre de mines sont présentes, notamment d'uranium et d'autres minerais. Là, c'est aussi marqué par le fait qu'il y a eu de nombreux camps de travailleurs et de goulags qui ont été installés, et notamment la ville de Karaganda a été créée ainsi. À l'est, vous avez les oblasts d'Abay et Jétissou qui ont été nouvellement créés en 2022. Et au sud, vous avez justement Almaty, Kızılloda, c'est-à-dire l'oblast le plus ethniquement kazakh. C'est aussi celui qui abrite Baïkonour. Ensuite, vous avez Turkistan, qui est le plus méridional, le plus proche de Tachkent, et Jambil, qui est connu pour sa production de phosphate, et c'est aussi une grande région agricole. Les oblasts au Kazakhstan sont tellement grands qu'ils sont entre 100 à 300 000 km², donc c'est une moyenne de 160 000 km². Mais vous avez aussi des villes spéciales, donc c'est Astana, Almaty, Baïkonour et Chimkent. Donc Baïkonour est le plus grand des quatre, ça fait 57 km², puisqu'il correspond en fait à la base, au cosmodrome de Baïkonour. En fait, les soviétiques ont choisi Baïkonour pour lancer leurs fusées dans l'espace parce que c'est l'un des territoires les plus méridionaux de l'URSS. Donc, il faut bien considérer que plus on est proche de l'équateur, plus on va économiser du carburant lorsque on lance des fusées dans l'espace. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, visiblement, il y a peu de nuages, donc ça permet une plus grande visibilité. Donc c'est cette raison pour laquelle le gouvernement russe continue d'exploiter, et il y a un contrat de plus de 150 millions de dollars, un contrat de location payé par le gouvernement russe au gouvernement kazakhstanais. D'ailleurs, le gouvernement russe essaie de développer une base en Russie pour justement éviter ces coûts. Mais la station de Baïkonour est toujours en service aujourd'hui. Enfin, en termes de superficie, il faut bien prendre en compte que les oblasts les plus peuplés sont en fait les oblasts situés au sud, notamment l'oblast d'Almaty, avec ville comprise bien sûr, l'oblast de Turkestan avec la ville de Chimkent compris, ou au centre l'oblast de Karaganda qui est immense. Si vous souhaitez visiter ce merveilleux pays, vous avez au sud, donc au Turkestan, le mausolée de Khoja Ahmed Yassami, parce que vous verrez, on verra plus en détail dans la vidéo sur l'Ouzbékistan, que cette région a effectivement connu une histoire différente, beaucoup plus tournée vers l'Iran. Ensuite, ici, vous avez le Akhmedchet Beket, qui est la mosquée blanche, le cosmodrome de Baïkonour que nous venons de mentionner. Donc, c'est dans ce cosmodrome qu'a été envoyé
Yuri Gagarin, qui est le premier homme sur Terre, Yuri Gagarin. Ici, vous avez ensuite un certain nombre de déserts, de paysages intéressants. À mentionner le canyon de Sharin, 154 km, c'est le petit Grand Canyon, on peut dire comme ça. Vous avez le canyon Aksu, la forêt engloutie de Kaindi, les pétroglyphes de Tamgali, le parc national du lac Kolsai, le parc national Karkarali, le parc national de Bayanaoul, d'Ile Alataou, d'Alten Emel, de Zabayushkan, la réserve du lac Jabai, la réserve naturelle d'Aksu-Zabagli et les collines de Kokshetau. Vous voyez que vous avez beaucoup de choses à faire. Les deux langues officielles du Kazakhstan, eh bien, c'est le kazakh et le russe. Alors, je vous promets de faire une vidéo plus en détail sur le russe. Mais ici, ce qui m'intéresse, ça va être le kazakh. Le kazakh, finalement, on en a plus ou moins parlé. Il s'agit d'une langue altaïque. Et au sein du groupe altaïque, il s'agit d'une langue kipchak. Nous avons mentionné lors de la précédente vidéo, lorsque nous avons parlé, par exemple, du balkar ou du nogai. Et dans ces langues kipchak, eux, ils occupent le groupe méridional, avec le karakalpak ou le kirghiz, qui sont parlés en Ouzbékistan et au Kyrgyzstan. Le kazakh est effectivement, dans ce groupe, la langue la plus parlée, avec à peu près 14,7 millions de locuteurs, dont près de 12 millions uniquement au Kazakhstan. Vous avez aussi des locuteurs kazakhs au Xinjiang, donc en Chine, et en Mongolie. Il faut bien prendre en compte quelque chose d'intéressant, c'est que lors de l'indépendance du Kazakhstan, à peine un tiers des citoyens kazakhstanais parlaient kazakh. Aujourd'hui, c'est 2 tiers. Comme je l'ai expliqué, un bon nombre de Russes, d'Ukrainiens et d'Allemands ne maîtrisant pas le kazakh sont partis, ce qui a arithmétiquement augmenté le nombre de locuteurs kazakhs. En parallèle, comme je l'ai mentionné, une forte fécondité a aussi boosté le nombre de locuteurs kazakhstanais. Mais il n'en demeure pas moins que seulement 2 tiers des Kazakhstanais parlent kazakh. Les Kazakhstanais sont souvent bilingues. Un kazakh unilingue de locuteurs de langue kazakh se trouve généralement dans les zones rurales. Un locuteur kazakh dans les villes sera très sûrement bilingue russe-kazakh. Le russe étant employé très souvent comme langue secondaire. Il faut aussi prendre en compte que le russe est 10 fois plus parlé que le kazakh. Donc ça peut aussi jouer un rôle important. Et puis la Russie demeure un partenaire commercial très important pour le kazakh. Et du coup, la maîtrise de la langue russe est aussi un enjeu crucial pour les jeunes qui souhaitent trouver un emploi sur le marché du travail. Ça demeure un pays homogène, car les 3/4 des Kazakhstanais sont kazakhs. Il faut aussi prendre en compte que le kazakh s'écrivait avec l'alphabet cyrillique, alors que depuis un décret de 2017, le kazakh devrait s'écrire en langue latine, comme par exemple l'ouzbek. Alors, comment on est arrivé à cette situation ? Eh bien, originellement, l'Asie centrale était peuplée par des Indo-Européens, les fameux Aryens, et notamment par les Indo-Iraniens. Parmi ceux-ci, les descendants ont été les Scythes ou les Sarmates. Ils ont dominé la steppe parce qu'ils ont été les premiers à domestiquer le cheval. En plus de cela, ils maîtrisèrent le bronze, donc ce qui leur a permis une maîtrise de la région pendant plus de 2000 ans. Toutefois, au début de notre premier millénaire, on va assister à une turquification de cette région parce que, comme je l'expliquais, les peuples turco-mongols venaient originellement de l'Altaï. Les tribus mongoles allaient vers l'est et c'est ainsi que nous avons la Mongolie, et les tribus turques allèrent vers l'ouest et c'est ainsi que nous avons l'Asie centrale et plus loin, l'Azerbaïdjan et la Turquie. Parmi les peuples que nous pouvons situer, nous avons bien évidemment les Huns. Les Huns ont été suivis de ce qu'on appelle les Huan-Huan. Les Huan-Huan venaient justement des monts Altaï. La plaine était tout simplement une autoroute pour les nomades, et ils s'installèrent en Asie centrale pendant plus de 100 ans. C'est d'ailleurs eux qui sont les ancêtres des Avars, les fameux Avars dont nous avons déjà parlé dans la vidéo sur la Hongrie, la Moldavie, la Roumanie ou l'Ukraine. Ces Huan-Huan vont être remplacés par l'empire Gökturk
Alors, Göktürk, ça veut dire les Turcs bleus. Et en fait, ils vont rester près de 200 ans. C'est le premier empire qui adopte le nom turc dans leur appellation. En fait, le mot turc, tur, ça veut dire naître, apparaître ou surgir. Et lorsque vous ajoutez le suffixe i à la fin, Turki, eh bien, vous allez avoir la signification d'ancêtre ou de lignée. Donc, les Göktürks vont être le premier empire à s'appeler turc. Et ils ont pour religion, au même titre que les proto-turcs, le Tangris. Rappelez-vous, en géographie, j'ai mentionné le mont Tangri, qui est le mont le plus élevé du Kazakhstan. Eh bien, en fait, le Tangris, c'est un mélange de croyances animistes, chamanistes peut-être, en fait, ils croient au Tangri. Le Tangri, c'est ou Tanrı, on peut aussi le déformer Tanrı. Tanrı en turc, ça veut dire Dieu. Eh bien, le Tangri, c'est le ciel éternel. D'ailleurs, Gengis Khan sera appelé plus tard le fils du ciel éternel parce que lui-même, en fait, était Tangris. Aujourd'hui, la plupart des peuples turcs adoptèrent ou se convertirent à l'islam, mais aussi au christianisme. Pensez au Gagauz que nous avons vu en Moldavie, justement, où les peuples aujourd'hui tangris sont très peu nombreux, mais vous pouvez quand même en trouver en Mongolie ou en Sibérie. Les Göktürks avaient même leur propre alphabet, il s'agissait de l'Orkhon. Malgré tout, les documents officiels continuaient d'être écrits en sogdien. Ensuite, les Göktürks vont être remplacés à partir de 744 par l'empire ouïghour que nous allons parler plus en détail à la prochaine vidéo. Et cet empire ouïghour une partie va quitter l'empire ouïghour à l'ouest pour former les Karakhanides. Kara, c'est noir, Khan, c'est les princes noirs. Et ce nom a été donné, comme beaucoup de noms, par les Chinois, en raison d'un combat à Hidasha. Les Karakhanides vont arriver au moment où l'Asie centrale s'est déjà islamisée en raison de la victoire arabo-musulmane sur les Chinois à la fameuse bataille de Talas que j'ai mentionnée. Et les Karakhanides, eux, vont se convertir en 930 à l'islam. Un peu plus tard, en 1124, c'est un autre peuple turco-mongol qui vient aussi de l'ouest de la Chine, donc des monts Altaï. Ce sont les Karakitai. Encore une fois, Kara, c'est le noir. Et ce peuple va en fait défaire à la bataille de Katouan en 1141 les Turcs seljoukides et les Karakhanides qui étaient devenus des vassaux des Turcs seljoukides. Ils sont en général animistes ou tangristes et ils vont dominer une large partie de l'Asie centrale. Ou profitant de la défaite à la bataille de Katouan, un autre empire, l'empire khwarezmien, va lui s'installer plutôt dans le sud du Kazakhstan. Et ces deux empires vont être défaits par Gengis Khan. Gengis Khan va d'abord annexer complètement en 2 ans l'empire des Karakitai entre 1216 et 1218, et ensuite il va annexer la moitié de l'empire khwarazmien entre 1218 et 1221. En fait, la force de Gengis Khan, c'est d'avoir une cavalerie très mobile, effectivement composée de Mongols, et également, lorsqu'il prit le nord de la Chine, d'avoir effectivement cette technologie chinoise supérieure pour notamment prendre les villes d'assaut. Comme on l'a vu dans la vidéo sur la Russie, eh bien, à la mort de Gengis Khan, l'empire immense des Mongols va être réparti parmi ses 4 fils. Et notamment pour le Kazakhstan, ce qui nous intéresse, c'est au nord, vous avez la fameuse horde d'or dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, qui va justement du XIIIe siècle jusqu'au début du XVIe siècle, et le Khanat de Jagaetai, qui est un autre fils. Donc la horde d'or a été faite par Jochi. Alors le Khanat de Jagaetai, il va rester qu'un siècle. Le problème, c'est que ce royaume, à l'ouest, est très influencé par l'Iran, par l'islam, par la route de la soie, et à l'est demeure plutôt bouddhiste ou très influencé par les Mongols. Et donc du coup, au bout d'un an, eh bien, il va y avoir une scission. À l'ouest, vous allez avoir l'empire de Transoxiane, où naîtra un certain Timur Lenk ou Tamerlan, qui va fonder l'empire timouride, mais ça,
On en parlera plus en détail lors de l'Ouzbékistan. Et à l'est, nous avons le Khanat du Mogholistan, le pays des Mongols, encore une fois en Perse, et effectivement qui va devoir subir les assauts de Tamerlan, mais qui résistera. Et c'est ainsi que vous avez une scission au nord. Vous avez effectivement le Khanat, vous avez la Horde d'Or qui va tout simplement se démanteler à la fin du XVe siècle et qui va se voir remplacé par le Khanat des Khanats kazakhs. Et le Khanat kazakh va durer de la fin du XVe siècle jusqu'au début du XVIIIe siècle. Alors, je ne vous dis pas que c'est un long fleuve tranquille pour eux, mais effectivement, ils vont par exemple devoir repousser les Ouzbeks, du Shaïbani. Mais la plus grave menace du Khanat kazakh va s'opérer vers la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. C'est notamment la menace Dzungar. La menace Dzungar vient de l'ouest de la Chine, on en reparlera dans la prochaine vidéo, et elle va littéralement mettre fin au Khanat kazakh, puisque au XVIIIe siècle, ils vont être démembrés en trois. Vous aurez la petite horde, la moyenne horde et la grande horde. Le fait est là, c'est que l'État kazakh est démembré et n'a pas permis justement l'apparition d'un État fort kazakh. Et ça, l'affaiblissement du Khanat kazakh va justement profiter aux grands voisins russes. La petite horde qui va prendre contact avec l'impératrice Anne de Russie pour justement signer un traité d'alliance. Ce n'est pas sans intérêt. Effectivement, la Russie voit une extension de son influence. En contrepartie, la petite horde pensait pouvoir bénéficier d'un certain appui militaire des Russes pour reprendre l'avantage sur les deux autres hordes et ainsi rétablir l'unité kazakh. Au final, eh bien, ce sont les Russes qui vont avancer petit à petit. Vidéo sur la Russie, j'expliquais en fait que les Russes vont avancer par la construction de forts. Et ces forts sont justement les villes actuelles du nord du Kazakhstan. On peut notamment noter Omsk en 1716, Semipalatinsk, aujourd'hui Semi en 1718, Oust-Kamenogorsk entre 1719 et 1720 et Orsk en 1735. Et ainsi de suite, vous allez avoir en 1811 4 lignes de fortification, plus de 46 forteresses. Et effectivement, une fois que le territoire est militairement sous contrôle russe, eh bien des colons vont s'installer. Et ainsi, vous allez avoir un cercle vertueux pour la Russie, puisqu'ils vont avoir plus d'impôts, mais aussi moins de pâturage pour les Kazakhs qui demeurent nomades. Et cette progression russe va continuer, puisque d'abord, vous avez l'interdiction au peuple kazakh de s'installer à l'ouest de l'Oural ou en Sibérie, puis un oukaz, c'est-à-dire un décret de Catherine II de Russie, va organiser l'islam des Kazakhs, notamment elle va encourager la construction de caravansérails, de madrasas, d'écoles coraniques ou de mosquées. Aussi, vous avez notamment le fait qu'on va imposer des impôts. Et donc, tout cela, c'est un bouleversement pour les Kazakhs qui, eux, justement, l'économie était fondée sur le troc. Donc là, on introduit de la monnaie. Et enfin, également, on va installer des écoles pour les élites indigènes. Donc, on va russifier les élites. Alors, bien évidemment, tout ceci va rencontrer une résistance. On a un certain nombre de révoltes entre 1837 et 1847. Mais après la conclusion du traité de Tarbagatay de 1864 et de Saint-Pétersbourg de 1881, on peut considérer que l'ensemble du territoire kazakh est sous contrôle russe à partir de 1891. Et vous allez avoir une arrivée massive de migrants, une arrivée massive de Russes, d'Ukrainiens à la recherche de terre. Il faut savoir que le servage a été aussi annulé 30 ans plus tôt, ce qui a favorisé cette colonisation. On arrive donc enfin au XXe siècle, où la révolution d'octobre n'est pas d'abord reconnue par les nationalistes kazakhs, puisqu'ils créent l'autonomie d'Alach de 1917 à 1920, mais finalement les bolcheviks remportent et le Kazakhstan va devenir soviétique jusqu'à 1991. Et vous allez voir que ça va être un enchaînement
d'événements, puisque d'abord on a la NEP, puis à partir de 1929, Staline impose la collectivisation avec les kolkhozes et les sovkhozes, effectivement, ce qui rencontre une énorme résistance de la part des Kazakhs. Et en 1932 et 1933, vous allez avoir une énorme famine, puisque les paysans ne veulent pas justement être réquisitionnés, ou certains vont même couler leur récolte, tuer leur cheptel, plutôt que le donner aux bolcheviks. Et effectivement, on arrive à une énorme famine en 1932-1933, avec plus de 1,5 million de morts, dont 1,3 millions sont des Kazakhs. Ensuite, le Kazakhstan va se transformer en colonie pénitentiaire. On l'avait vu avec les Tchétchènes et les Ingouches. Vous avez d'autres peuples qui sont déportés par Staline. Ils le sont en général au Kazakhstan. Vous avez également le développement, une industrialisation au Kazakhstan due à la Seconde Guerre mondiale. Puisque, en fait, l'objectif des nazis, c'était de maîtriser une ligne qui va de Arkhangelsk à Astrakhan. Et ils considéraient que si les nazis maîtrisaient cette ligne, où demeuraient la plupart des industries russes, eh bien, ils maîtriseraient l'URSS. Donc, du coup, Staline a justement délocalisé un certain nombre d'usines de la Russie européenne vers la Sibérie et le Kazakhstan. Après la Seconde Guerre mondiale, Nikita Khrouchtchev va développer le Kazakhstan avec le fameux programme Terre Vierge. Et ces programmes Terre Vierge, c'est justement l'occupation de terres qui n'étaient pas occupées et qui va entraîner plus d'1 million de nouveaux colons russes, ukrainiens ou allemands. Il faut également noter le développement des expérimentations nucléaires à partir de 1948 jusqu'à 1989, puisque l'URSS a pu finalement se doter de l'arme atomique. Alors, ces essais étaient d'abord en plein air, donc vous imaginez les conséquences au niveau de la pollution, et ensuite sont devenus souterrains. Enfin, à partir de 1955, il y a le développement du cosmodrome de Baïkonour. Donc, en 1991, le Kazakhstan va obtenir son indépendance. Il va adopter un régime présidentiel avec 2 chambres, dont le Sénat. En 1990, ça va être justement Nazarbayev, Nursultan Nazarbayev, qui va devenir président jusqu'en 2019. Alors, Nazarbayev, en fait, il va promouvoir une politique à coloration nationaliste, notamment de la composante kazakh, sans toutefois s'aliéner la partie slave. Parce que justement, et peut-être c'est là le bilan positif de Nazarbayev, le Kazakhstan ne s'est jamais transformé en Ukraine ou en Géorgie. Vous avez bien vu que c'est lui aussi qui est responsable du déplacement de la capitale vers Astana et donc du coup d'un rééquilibrage. C'est son bilan positif, c'est d'avoir justement permis d'éviter une implosion du Kazakhstan. Il est aussi à l'origine d'avoir fait passer son pays d'une économie planifiée à une économie marché. Il a notamment aussi fait ratifier le traité de Semipalatinsk en 2006. Le Kazakhstan a aussi adopté l'espace économique commun depuis 2012, l'OCE, l'OCS et l'organisation de la conférence islamique. Il faut savoir du coup qu'en 2019, un nouveau président est arrivé, Tokayev, et en janvier 2022, à la suite de la fin des subventions sur le gaz et le pétrole, un certain nombre de révoltes ont été conduites, qui a conduit en fait à l'adoption par référendum de la baisse des pouvoirs du président de la République kazakhstanaise par la Constitution. Alors au niveau de l'économie, on voit bien que c'est une économie assez forte puisque vous avez effectivement un taux de croissance avant la crise de 2008 qui va de 13% à 7%. Cette croissance est essentiellement due à ses exportations et à son secteur primaire. Le Kazakhstan est le 15e producteur de pétrole et le 9e exportateur de pétrole. Il dispose aussi d'importants gisements de gaz dans la mer Caspienne. C'est aussi l'un des 10e producteurs et exportateurs de charbon au monde et surtout, et enfin, c'est le premier producteur d'uranium au monde. Et ça, c'est important pour les pays qui ont le nucléaire. Il faut aussi noter que c'est un producteur céréalier important. Et donc, du coup, le PNB par habitant qui était à $1 200, eh bien, aujourd'hui, il est à plus de $11 000. Donc, c'est multiplication par 10. Bien évidemment, vous avez une inégalité de revenus, mais la moyenne est à $11 000. Le taux de chômage, quant à lui, est passé de 12 à 5%.
Lorsque vous voyez le secteur économique, eh bien, après le secteur primaire, plus de 40% du PIB kazakhstanais est le secteur secondaire. Ce qui s'explique tout simplement puisqu'ils vont transformer les matières premières que je viens de mentionner en produits finis, en produits industrialisés. Ainsi, le pétrole va être raffiné, ainsi les céréales vont devenir des produits agroalimentaires. Il faut aussi noter la construction compte plus de 10% dans le PIB kazakhstanais. Concernant les principales exportations, c'est simple, c'est 60% du pétrole, 10% le gaz et le reste, ce sont les minerais, notamment l'uranium que nous avons mentionné. La monnaie du pays est le tenge kazakh. Et dans le secteur tertiaire, qui maintenant compte plus de 53%, qui se développe de plus en plus, eh bien, vous avez les services financiers, le transport, le commerce, la technologie de l'information. Il s'agit d'une main-d'œuvre très éduquée. Nous sommes en Asie centrale. Les grands groupes du pays, on peut d'abord mentionner la plus grande entreprise du pays, qui est Kazmunagaz, qui justement est l'entreprise du Kazakhstan concernant le gaz. Vous avez ensuite Samruk Kazyna, qui est une société d'investissement immobilière. Vous avez Kazakhmys, qui est une société minière, notamment pour le cuivre, l'argent, l'or et le zinc. Vous avez Kazakhstan Temir Zoli, qui est en fait le chemin de fer. Vous avez Kazakhstan Airlines, vous avez compris. Et vous avez BI Group, qui est un groupe de construction et de développement immobilier. Concernant la culture, d'abord, il faut mentionner ce personnage, Abay Kunanbayuli, qui est en fait le père de la littérature kazakh. Il a traduit un grand nombre de livres du russe vers le kazakh pour permettre à ses compatriotes d'avoir accès à la culture. Lui-même venait d'une famille assez aisée. Il a été éduqué dans une école russe, ces fameuses écoles russes qui étaient destinées aux élites indigènes, et il considérait que le russe comme un vecteur de communication vers la culture mondiale, permettre aux Kazakhstanais d'avoir accès aux connaissances mondiales. Ensuite, vous avez Kurmangazi Sagirbayuli, qui est en fait un compositeur qui est très connu puisqu'il maîtrisait le Kurmangazi, qui est une lutte traditionnelle kazakh. Ensuite, vous avez le Shaken Aymanov, qui est considéré comme le père du cinéma kazakhstanais, qui était aussi un acteur et un réalisateur. Et enfin, il faut mentionner Tokhtar Obakirov, qui est en fait le premier cosmonaute kazakhstanais, l'un des derniers de nationalité soviétique. Alors, concernant la cuisine, il faut d'abord mentionner le besbarmak. C'est ma nourriture préférée avec du cheval, mais ce que je viens d'apprendre, on peut aussi le faire avec du mouton ou du bœuf. Et ça peut être servi avec des nouilles. Vous avez le fameux incontournable pilaf, effectivement, qu'on retrouve dans de nombreuses régions d'Asie centrale. Vous avez le cuirdak, qui sont en fait des abats, où ça peut être le foie, le rein, ou d'autres d'organes de cheval, de mouton, puisqu'on est dans le pays du cheval. Vous avez les samsa, qui sont des chaussons frits de viande, ou ça peut être aussi de viande hachée. Le borsak, les beignets, et bien évidemment les pommes, puisqu'elles viennent du Kazakhstan. Concernant le sport, alors, il faut mentionner que même si le Kazakhstan participe aux Jeux Olympiques depuis 1996, il a déjà remporté plus de 80 médailles. La discipline qui permet au Kazakhstan de remporter un certain nombre de médailles, c'est la boxe, puisque un quart des médailles olympiques viennent de cette discipline. On peut mentionner par exemple Bakhtiar Artayev, champion olympique aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Ensuite, vous avez des sports traditionnels comme la Kourach, qui est une lutte traditionnelle d'Asie centrale. D'ailleurs, Kourach, ça veut dire lutte en Ouzbékistan. Vous avez le Kopkar, qui est en fait du polo, sauf qu'au lieu d'avoir une balle, en fait, vous avez une carcasse de mouton, voilà, à la place. Donc, c'est très, très sportif. En cyclisme, il faut mentionner bien évidemment Alexandre Vinokourov. Il a fini 3e au Tour de France en 2003. Il a remporté le Tour d'Espagne en 2006. En hockey sur glace, le Kazakhstan est l'une des meilleures équipes d'Asie. Il faut aussi mentionner Ilya Ilin, 2 fois champion olympique à Pékin en 2008 et à Londres en 2012 en haltérophilie. Et enfin, il faut mentionner le football, équipe dont le surnom est intéressant, s'appelle les Léopards de neige. Quels sont les défis du Kazakhstan? Alors d'abord, les défis sont géopolitiques. Le Kazakhstan, comme on l'a vu, c'est un immense territoire, mais encore très peu peuplé, situé entre 2 grands voisins, notamment la Russie, l'ancienne puissance tutélaire, et la Chine, qui est la 2e, voire la 1re économie mondiale. Forcément, c'est un jeu d'équilibristes. En Asie centrale aussi, ce leadership régional peut être contesté par l'Ouzbékistan, parce que l'Ouzbékistan est beaucoup plus peuplé que le Kazakhstan. En défi interne, effectivement, ça va être, et c'est toujours, la gestion de la minorité russe. Si vous ne maîtrisez pas le kazakh, vous ne pouvez pas accéder à un certain nombre de postes.
d'où le départ de certains Russes. Enfin, défi politique, il faut penser à l'après-Nazarbayev. Et enfin, il faut parler des nombreux problèmes environnementaux. On a parlé effectivement des expérimentations nucléaires. Tout cela a contribué, ou notamment la culture de coton, tout cela a contribué à une pollution des eaux, de l'air, qui pose de graves problèmes de santé. Et enfin, économique, il faut que la richesse créée soit suffisamment bien répartie pour qu'elle profite à l'ensemble de la population kazakh. Voilà, comme toujours, eh bien, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.